Bonjour à tous, vous êtes nombreux étudiants en droit à vouloir intégrer des grands cabinets d'avocats pour une collaboration ou pour un stage, mais malheureusement la concurrence est de plus en plus rude et la préparation à ces entretiens et à ce processus de sélection est très importante. Du coup, nous sommes allés rencontrer deux professionnels, un responsable du recrutement dans un grand cabinet d'avocats et un jeune professionnel qui a fait beaucoup de stages dans ces grands cabinets justement, pour qu'ils nous expliquent le processus de sélection, la façon dont se déroulent les entretiens, les erreurs à éviter et surtout les qualités à avoir pour intégrer ces grands cabinets. Alors bon visionnage, bon courage à tout le monde pour les entretiens et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir plein d'autres vidéos. Je m'appelle Édouard de Lamaze, je suis associé gérant de cabinet Carbonnier-Lamaze, RAL, qui est une structure française internationale à Paris. Vincent, j'ai 26 ans, j'ai effectué l'ensemble de ma scolarité à la faculté Paris 11 de Sceaux. J'ai un Master 2 en droit des affaires internationales. Je suis actuellement en stage chez Lazareff Le Bars en arbitrage international. J'ai effectué d'autres stages auparavant chez De Gaulle Florence Associés, stage de 6 mois dans le cadre de mon Master 2. Idéal, je ne sais pas, mais en tout cas, un parcours complet, à la fois universitaire, de toute université, là le choix est assez large, mais avec un complément de deuxième ou même troisième cycle. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous satisfaire uniquement de la formation universitaire. Nous sollicitons une formation complémentaire. Alors, c'est soit sur le plan commercial, avec HEC, ESSEC, soit éventuellement, et même de manière assez préférentielle, Sciences Po, qui est très sollicité aujourd'hui de la part de nos cabinets. Alors, je ne sais pas s'il y a un parcours universitaire idéal, mais en tout cas ce serait faire un parcours cohérent avec ce qu'on a envie de faire. Du début, plus le parcours est cohérent tôt, mieux c'est. Ensuite, essayer de, je pense, varier peut-être les universités. Voilà, mélanger un peu, avoir un double cursus aussi, avoir de bonnes notes et vraiment s'impliquer dans ce qu'on fait. Donc voilà, faire par exemple partie d'une association en droit ou autre. Ne pas se limiter au parcours universitaire. Après, je pense que les avocats, lorsqu'ils recrutent des stagiaires, regardent notamment la fac. Je ne pense pas que ce soit rédhibitoire si on vient d'une fac de province. Mais oui, je pense que par exemple les facs parisiennes ont plus la cote que les facs de province. Après, ça dépend toujours dans la spécialité dans laquelle on est. C'est que parfois certaines facs de province sont très bonnes dans certains domaines et du coup peuvent rivaliser avec des facs parisiennes. D'abord, il faut avoir de la chance, c'est-à-dire de tomber sur le cabinet qui a besoin de vous. Donc il faut se rendre compte que la présentation est fondamentale, que votre CV soit bien clair et qu'en un coup d'œil, on puisse comprendre ce que vous cherchez et qui vous êtes. Ensuite, il faut persévérer parce que aujourd'hui, la crise n'est pas aussi grande qu'on l'a dit vers les années 2008-2010. Nous avons aujourd'hui plus d'embauches qu'il y a quelques années. Mais tout de même, la concurrence est rude. Donc, il faut persévérer. Ensuite, il faut bien faire son choix de départ. Il ne faut pas se tromper de cible, si j'ose dire, de la part du jeune. Parce que quand on voit arriver chez nous des jeunes qui ne parlent pas anglais, qui viennent d'un cabinet international, ça pose un problème. Je ne dis pas que si on ne parle pas anglais, on ne peut pas devenir avocat. Mais il faut quand même savoir vers qui on va et analyser le besoin du cabinet qui vous accueille. De la rigueur, puisque je pense que le travail d'avocat, c'est vraiment être rigoureux, être attentif, également ce que l'avocat te donne comme travail, être à l'écoute, puisque ça sera aussi être à l'écoute de l'avocat, mais être à l'écoute du client. Ensuite, avoir une certaine prise d'initiative, pas trop non plus, mais assez pour pas que l'avocat vienne te voir et te pose toujours les questions que tu aurais pu anticiper. Être impliqué dans ce que tu fais, tout simplement. Je pense que ça se verra aussi dans le travail derrière que tu rendras à l'avocat et c'est important.
parcours scolaire, ça peut jouer pour distinguer deux candidats ou pour se démarquer, par exemple, de la masse. Je pense que c'est important puisque ça montre au mieux la personnalité du candidat, puisqu'on a presque tous fait les mêmes études, donc fac parisienne, voilà, master 1, master 2, double diplôme. Donc du coup, c'est assez difficile de se distinguer, sauf avec les notes ou les mentions. Mais je pense que l'extrascolaire, ça a de l'importance, notamment au niveau des sports, au niveau des associations. Ça montre un peu notre envie, notre détermination et voilà, ce qui nous anime. Je pense que c'est assez important pour l'avocat qui va nous recruter et qui va passer beaucoup de temps avec nous. J'ai mis que je faisais partie d'une association droit et affaires, que j'étais impliqué dans cette association, que je participais à des colloques, voilà, qu'on organisait des choses, que ça bougeait. J'ai également mis que je faisais du sport, que j'en ai fait pas haut niveau, mais en tout cas que j'étais impliqué et que ça faisait longtemps que j'en faisais. Donc ça peut montrer une certaine continuité dans ce qu'on fait. Et je pense que la stabilité, parfois, ça rassure aussi les avocats. Voilà, donc j'ai essayé de mettre en avant certaines choses. Et après, on peut mettre des hobbies un peu plus personnels, voilà, qui peuvent nous distinguer ou qui peuvent parfois tout simplement nous rapprocher parce que l'avocat en face a la même passion, ou voilà, tout simplement. Ça peut être des petits trucs comme ça qui peuvent parfois attirer l'intention d'un avocat. La pratique est nécessaire, soit au terme d'un LLM, soit au terme d'études aux États-Unis, avocat au barreau de New York. Ici même, nous avons 4 ou 5 avocats au barreau de Paris et de New York. Alors, l'allemand est souhaité, l'espagnol, mais l'anglais est quand même largement majoritaire dans la recherche de collaboration. Encore une fois, ça dépend des domaines dans lesquels on souhaite évoluer. Je sais qu'en arbitrage, l'anglais est aussi important que le français. On ne peut pas faire de l'arbitrage si on n'a pas un bon niveau en anglais. Maintenant, voilà, je sais qu'en social, on aura peut-être moins besoin de l'anglais. Mais c'est vraiment nécessaire d'approfondir au moins... Enfin, d'approfondir. C'est même pas approfondir, c'est même plus considéré comme une langue étrangère maintenant, l'anglais. Ça doit être connu, maîtrisé, etc. Et maintenant, ce qu'on va même demander, c'est une 3e langue, par exemple l'espagnol, pour certains cabinets d'arbitrage qui sont assez orientés vers des pays hispanophobes. Par exemple, pour le TOEFL, une note correcte, c'est à partir de 100. C'est ce que demandent généralement les LLM. Donc je pense qu'à partir de 100, on peut considérer qu'on a un anglais de bonne qualité. On sera souvent interrogé en anglais lors des entretiens. Donc les avocats vont vite le voir si on est à l'aise ou pas. Puisque derrière, on aura des rédactions en anglais, des lectures aussi en anglais, donc voilà, on devra maîtriser l'anglais au quotidien. Non, vous savez, nous, on est sujet aux circonstances économiques du cabinet, et j'allais dire au dossier, au développement du cabinet. Donc il n'y a pas de date fatidique. Alors je sais que l'école de formation du barreau, elle, commence à un moment et à un autre en 2 sessions, mais nous sommes au fil du temps toujours à même de pouvoir trouver, chercher un collaborateur qui corresponde à nos besoins du moment. Alors j'ai candidaté pour juillet-décembre, je me suis pris presque 6 mois à l'avance. Généralement pour juillet-décembre c'est 6 mois à l'avance qu'il faut s'y prendre. Ensuite pour janvier, juin, c'est presque 1 an à l'avance pour les gros cabinets. Donc là il y a une grosse concurrence puisqu'en fait on est également en concurrence avec les stagiaires EFB, etc. C'est la période la plus demandée. Donc généralement ce sont des stages finaux qui ensuite donnent accès à des potentiels collabs. Donc c'est des stages vraiment très importants. Donc ceux-là, surtout pour les gros cabinets, le process de recrutement est 1 an, 1 an et demi parfois pour les cabinets très demandés, pas forcément les plus gros mais très demandés à l'avance. Et après ensuite, ça dépend encore en fonction du domaine dans lequel on est. Et en arbitrage, il y a énormément de compétition. Je pense qu'il faut prendre son temps et surtout bien analyser, j'y reviens, de la part du collaborateur, son souhait. Est-ce que je veux aller dans un cabinet anglo-saxon? Est-ce que je veux aller dans un cabinet français? Ce n'est pas la même chose.
Est-ce que je veux aller dans un cabinet structuré ou un cabinet de petite taille, ce qui n'est pas péjoratif, hein, mais c'est un choix. Si vous n'avez jamais travaillé en groupe, ne vous présentez pas dans un cabinet structuré. Si votre souhait est de faire des expertises, de faire beaucoup de judiciaire, choisissez le cabinet en conséquence. Hein. Trop souvent, je vois des collaborateurs qui, parce qu'ils ont obtenu un rendez-vous, viennent pour tenter le coup. C'est bien, c'est sympathique, parce que la démarche est spontanée, mais ce n'est pas toujours très efficace. Généralement, les candidatures se font par mail, donc on attend, on reçoit ensuite un coup de fil pour nous indiquer qu'on a été sélectionné. On peut avoir un premier entretien par Skype ou par téléphone, généralement avec la personne chargée du recrutement, des ressources humaines. Ensuite, on a un deuxième entretien avec généralement 2 collaborateurs, où là, ils vont nous demander un peu, ils vont nous présenter le cabinet, ils vont nous demander de nous présenter nous. Parfois, ils vont un peu tester les capacités en anglais, les connaissances en droit. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, l'entretien à pas louper, puisque ça peut ensuite déboucher sur un 3e entretien, qui peut être avec l'associé. Et là aussi, voilà, en fait, à chaque fois, c'est une présélection avant notre entretien. Et tous ces entretiens ne sont pas loupés, quoi. C'est vraiment le moment décisif, et c'est là où tout se joue. C'est dur de rattraper un entretien que tu aurais loupé. Je vois pas comment ça peut se passer. Enfin, même en envoyant un mail, etc., en expliquant pourquoi tu étais stressé, donc du coup tu n'as pas su répondre à telle question. C'est compliqué puisqu'ils ont en face d'eux beaucoup de demandes, donc ils vont pas s'arrêter, ils vont pas voilà, s'apitoyer sur ton sort, te dire bon, on lui laisse une deuxième chance. Généralement ça marche pas comme ça. Si t'as pas fait le taf au bon moment, bah tant pis pour toi. Tout d'abord, ce qu'il faut éviter, c'est les envois de CV en nombre, de manière impersonnalisée. Ça, ce n'est pas possible, on le voit tout de suite. Quand nous recevons le mail et que l'on voit que ce mail a été forwardé à des centaines d'avocats, on ne l'ouvre même pas. Et on le sent tout de suite. Il faut que le collaborateur se rende compte que ce n'est pas une bonne démarche. Il faut au contraire que nous ayons l'impression, et même plutôt même la certitude, qu'il a réfléchi à l'avance, qu'il connaît son parcours et qu'il connaît notre cabinet et qu'il va se présenter à lui parce que nous avons besoin, à nous parce que nous avons besoin de lui. Et ça, il faut que nous le sentions tout de suite, parce que sinon, il se passe une distance entre lui et nous qui est irrécupérable. Donc il faut tout de suite qu'il nous amène le plus proche de notre besoin. Donc je pense qu'il doit faire un effort préalable. Il faut qu'il étudie par les différents annuaires qui sont publiés, les différents cabinets, qu'il fasse son choix, qu'il détermine bien à la fois son désir, mais aussi ce qu'il est, parce que nous avons une catégorie d'embauche, évidemment. Donc s'il n'y répond pas, ce n'est pas la peine de perdre son temps. Alors certains vous diront je tente mon coup. Ce n'est pas suffisant. Par ailleurs, ce qu'il faut qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils n'ont pas obligatoirement une spécialité qui est économiquement vendable. Je vais y aller avec prudence parce que je sais que l'université a fait beaucoup d'efforts pour former à l'excellence certains étudiants dans des catégories précises. Seulement, c'est l'offre et la demande. On est sur un plan économique. Or, il y a de très nombreuses matières pour lesquelles, pour l'instant, et dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de besoin. Le besoin économique, c'est-à-dire que nous n'avons pas la clientèle. Le collaborateur, le candidat, a beaucoup de mal à comprendre cela. Je prends un exemple. La propriété intellectuelle est quelque chose de passionnant. Je sais que les étudiants y trouvent beaucoup d'intérêt à l'université. Cela ne répond pas non plus
aujourd'hui a un besoin économique aussi grand qu'il y a de candidats. Donc il faut que leur choix soit économiquement adapté. C'est compliqué parce qu'il faut qu'ils le fassent nécessairement 3-4 ans avant et qu'ils essayent de jauger l'avenir pour se dire je sais que ce secteur va se développer, donc je vais m'y former à l'excellence et je serai candidat à l'embauche dans ce secteur. Mais il peut se tromper, l'université peut les avoir amenés, ou les écoles, les avoir amenés dans une formation qui n'est pas économiquement souhaitée, ou tout au moins suffisamment développée pour trouver l'embauche. Malheureusement, ce sont toujours dans le même secteur qu'il y a le plus de demandes insatisfaites. Je pense pas qu'il y ait de règles générales, puisqu'à chaque fois les CV sont différents l'un de l'autre. Je sais que moi, lors de mes recrutements, parfois j'ai des avocats qui me donnaient des conseils, mais faire attention à ça, mettre plutôt ça, ou supprimer ça. Ensuite, après, ce qui est assez difficile, c'est que parfois les conseils se contredisent. Donc on ne sait pas vraiment lesquels prendre et lesquels rejeter. Mais en règle générale, c'est une présentation... c'est accrocher l'avocat en fait qui va nous recruter. C'est vraiment lui donner envie de nous rencontrer. Donc après, je sais sur un CV, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'il faut détailler au maximum les stages qu'on en a fait, toutes les tâches qui nous ont été confiées, tout ce qu'on a dû faire, etc. Ça, c'est très important puisque ça peut justement interpeller l'avocat et l'intéresser. Par exemple, si on a fait du droit africain ou voilà, si on était plus spécialisé en droit maritime, ça peut interpeller l'avocat. Et ensuite, ne pas hésiter à indiquer son niveau de langue, si on fait du sport, ses passions, sans trop non plus en mettre. Voilà. Et puis mettre aussi des trucs réels, c'est-à-dire éviter de ne pas mentir sur son CV, ne pas mettre qu'on fait du judo et qu'on est ceinture marron. Si en face on se retrouve avec un avocat qui lui aussi fait du judo et qui est ceinture marron et qui nous pose une question et à laquelle on ne sait pas répondre, ça peut nous mettre dans des positions assez embarrassantes. Donc voilà, faire attention vraiment à ce qu'on dit, être sûr de soi sur le CV, parce que ce qui est sûr derrière, c'est qu'on sera interrogé sur chaque ligne. Pourquoi on a mis ça, pourquoi pas ça, etc. Pourquoi on a mis en avant ça et pas ça. Donc c'est vraiment c'est à prendre au sérieux le CV. Peut-être plus que la lettre de motivation qui, elle, sera lue assez rapidement. Alors, la photo en couleur, pas trop grande ni trop petite, une page, quitte à mettre des annexes. On oublie ce principe, mais nous avons l'habitude de travailler sur des dossiers. Donc si dans le CV, on sait qui il est, ce qu'il cherche, et qu'il y a des annexes pour éventuellement s'y référencer sur des travaux qu'il a pu réaliser, c'est un point positif. Généralement, le CV doit tenir sur une page, enfin moi c'est ce qu'on m'a appris. Alors après, je sais que pour certains collaborateurs, dans le temps, une fois qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience, le CV ne peut pas tenir sur une page. Mais la règle pour moi, enfin je pense que c'est une page à peu près. Après c'est assez dur de tout mettre. Je pense qu'il faut mettre les éléments pertinents et en fonction du style du cabinet et du domaine qu'on cible. C'est surtout ça en fait. Mettre les éléments qui vont attirer l'avocat, quitte ensuite à expliquer certains points qu'on n'aurait pas assez détaillés dans le CV. Il n'y a pas de tour de bête, hein. Ce n'est pas un système, ici même en tout cas, où on a des matinées entières de recrutement. Ce n'est pas le principe. Nous recrutons à l'opportunité du besoin comme l'opportunité de la candidature. Mais nous recevons aussi beaucoup de jeunes, d'abord pour leur expliquer ce que je vous dis, qu'un bon rendez-vous peut les aider. Si ce n'est pas chez nous, c'est ailleurs. Et souvent, malheureusement, et j'y reviens, on leur dit, écoutez, nous n'avons pas de besoin dans cette spécialité, il n'y en a pas beaucoup sur la place de Paris, ouvrez votre champ de compétences. Préparez-vous peut-être à élargir votre recherche dans des domaines où il y a plus de demandes.
Alors généralement l'entretien se passe à deux, donc deux à trois en tout, mais deux avocats collaborateurs viennent, ils présentent le cabinet, ensuite ils nous demandent de nous présenter, il y a un échange derrière, ils nous questionnent sur le CV, parfois ils nous demandent sur une expérience précise, sur un point précis, si on peut développer le cas auquel on a été confronté. On nous demande également, par exemple, de raconter une affaire qui nous a tenu longtemps durant notre stage, la problématique, comment on a réussi à résoudre le problème, les moyens employés. Donc ils cherchent vraiment à étudier comment on travaille, comment ça s'est passé, puisque derrière ensuite on sera peut-être amené à travailler avec eux pendant 3 à 6 mois. Donc pour eux c'est aussi important. Ensuite parfois on est aussi interrogé souvent même sur l'anglais. Alors pas forcément le premier rendez-vous, mais on sera toujours interrogé sur l'anglais. Donc on nous demande soit de nous présenter par exemple en anglais, soit on nous pose une question de droit en anglais, ou on nous demande de raconter par exemple nos hobbies en anglais. Donc faut s'y préparer, ça se prépare à l'avance, et c'est mieux d'être préparé et que ça sorte fluide, plutôt que de chercher ses mots. Mais après, parfois on peut nous poser aussi des questions déstabilisantes pour voir comment on va réagir. Donc là, il faut vraiment garder son calme et réfléchir. Et ne pas être stressé, se dire que c'est un stage, on est prêt. Généralement, si on est prêt, on n'est pas stressé. Quand je le reçois, le contact se fait assez rapidement et mon opinion est vite faite. Mais je vais la partager avec mes associés. Donc je lui demande de rencontrer tout d'abord les 3 associés co-gérants, de manière à ce qu'il y ait au niveau de la gouvernance du cabinet un accord. Et ensuite, je le présente aux candidats, aux responsables du département, pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Et ensuite, dans certains cas, on le présente à l'ensemble des associés, ou tout au moins une partie des associés qui sont concernés et qui pourraient être amenés à travailler avec lui. On peut poser des questions, c'est toujours pertinent de poser des questions, savoir ce que l'on va faire exactement, avec qui on va travailler, dans quel domaine, est-ce qu'on sera rattaché à d'autres départements ou est-ce qu'on va être vraiment fermé, hermétique. Savoir un peu comment se passent les relations au niveau de la hiérarchie, s'il y a une hiérarchie marquée ou si c'est plutôt comme dans les cabinets français où il y a une hiérarchie mais elle n'est pas vraiment marquée. Un peu le mode de fonctionnement du cabinet, c'est important de poser des questions dessus parce que ça montre qu'on est intéressé par le cabinet et qu'on a envie de ce stage, qu'on n'a pas seulement postulé là parce qu'on a vu l'annonce et qu'on ne savait pas quoi faire durant les 6 prochains mois. J'ai eu une question en fait sur laquelle j'étais pas préparé, et là c'est entièrement de ma faute. J'ai passé un entretien dans une grande entreprise française à La Défense. Et à la fin de l'entretien, qui s'était très bien passé, on m'a simplement demandé qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la société au niveau de l'actualité. Et là, je me suis retrouvé con parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps, sauf que là, j'ai pas préparé l'entretien, j'ai pas lu l'actualité sur l'entreprise en question, et du coup, j'ai pas su répondre en fait à la question. J'ai essayé de sortir une réponse, mais on voyait bien que j'étais pas du tout préparé et que je savais rien du tout. Et donc, ça l'a pas fait, je m'en suis bien rendu compte. Derrière, j'ai essayé de rattraper le coup en envoyant un mail, etc., de m'expliquer pourquoi, mais ça servait à rien, je le savais très bien. Et derrière, donc, on m'a appelé pour me dire que je n'étais pas pris, et on m'a conseillé de me préparer à ce genre de questions. Enfin, de me dire, on m'a dit, on vous a pas pris parce que quelqu'un d'autre avait besoin du stage, vous c'était pas obligatoire, donc on vous a pas pris. Mais faites attention la prochaine fois, venez préparer parce que quelquefois, cela traduit l'intérêt qu'on porte au stage. Et là, je me suis dit, oui, vous avez raison, j'étais con, donc voilà, c'est dommage de passer à côté d'opportunités à cause d'un manque de préparation. Je pense qu'il faut juste savoir où on va, connaître les principaux avocats pour qui on va peut-être être amené à travailler, connaître un peu l'actualité dans le domaine dans lequel on postule, connaître l'actualité du domaine dans le cabinet,
être au courant de l'actualité en général, en fait. Ça s'arrête pas juste à l'actualité du cabinet, quoi. C'est l'actualité juridique, mais en général, voilà, je pense que c'est important et ça peut jouer sur la candidature. Le critère, c'est la compétence. L'université et les grandes écoles ont amené justement cette grande diversité qui nous permet de choisir le candidat ou la candidate en fonction vraiment de son expérience, de sa formation, ses doubles ou triples niveaux de formation, ce qui nous convient tout à fait. On regarde quand même le prestage. Nous avons également, et ça c'est une chose que je voudrais vous dire, c'est la réussite du prestage. Nous avons beaucoup de prestagiaires que nous engageons. Pendant ces nombreuses semaines où ils sont au cabinet, nous pouvons bien les observer. Nous voyons leur capacité à connaître et à se satisfaire à l'intérieur aux besoins du cabinet, cette capacité à lier avec tout le monde des relations de travail, être serviable et agréable. Et donc ça fait partie pour nous d'une condition d'embauche. Et quand le stage est fait dans un grand cabinet et que la personne n'a pas été prise, on pose la question pourquoi? Ça peut dépendre du niveau d'études, mais je sais que par exemple, arrivé en Master 2, on demande aux stagiaires d'être... Enfin, on considère le stagiaire comme un collab, donc on attend de lui une certaine autonomie, on attend de lui qu'il prenne des initiatives, qu'il ne soit pas tout le temps à demander au collab ce qu'il faut faire, etc. Donc bien sûr, après, s'il rencontre des difficultés, il vaut mieux qu'il aille voir le collab, qu'il lui pose des questions plutôt que de faire n'importe quoi. Mais on attend, voilà, ce que le stagiaire soit impliqué dans le stage et qu'il sache déjà, par exemple, rédiger un mémo, faire des recherches sur les bases juridiques. Enfin, je pense que ça, c'est les bases. Et c'est lorsqu'on fait des stages en 2e, 3e ou Master 1 qu'on apprend ça. Donc, plus tôt on fait des stages, mieux c'est. Parce que non seulement ça permet de savoir comment on travaille réellement en avocat, ce que c'est de faire des recherches, de rédiger un mémo, d'envoyer un mail. Parce que parfois, on va nous demander de préparer un mail, un projet de mail pour un client. Et c'est pareil, c'est être rigoureux, c'est faire attention à l'orthographe, à la syntaxe, tout ça, c'est très important pour un avocat. Savoir aussi manipuler les outils Word ou Excel, parce qu'on va nous demander voilà, un truc carré, il faut aller à la page, ou enfin toutes ces choses qu'on peut ne pas voir à la fac, on les voit en fait en stage. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet donc, non seulement d'acquérir des connaissances par rapport à ça, mais aussi de savoir ce qu'on veut et ne veut pas faire en stage, enfin plus tard. Moi, je sais que par exemple, le stage en corporate, en conseil, ça m'a pas plu. Enfin, voilà, rédiger des PV, rédiger des statuts, ça me plaisait pas. J'avais besoin d'un peu plus de... que ça bouge un peu plus pour moi le droit. C'était pas... Enfin, j'avais pas cette vision du droit. J'ai plutôt une vision contentieuse du droit, donc c'est pour ça que je me suis orienté après, à la suite de mon Master 1, dans un cursus vraiment contentieux. Et je pense que c'est extrêmement important de faire des stages. Même si c'est chez un petit avocat qui est tout seul, voilà, on apprend beaucoup plus que tout simplement passer ses étés en vacances, enfin voilà, ne pas faire de stage. D'abord le mailing, hein, c'est-à-dire forwarder tout le monde. Ça, c'est vraiment à ne jamais faire. Le candidat est une personnalité, le cabinet est une entité. Les deux doivent se retrouver, non pas par hasard, mais par intérêt. C'est fondamental. Il faut susciter l'intérêt du cabinet parce que nous avons envie de le séduire. C'est une affaire de séduction. Que voulez-vous, à part ceux qui viennent du stage interne, comment pouvez-vous vous décider autrement que par la séduction? Alors les grandes erreurs déjà, c'est arriver non préparé, parce que là vous faites perdre du temps à l'avocat et c'est pas la peine quoi. L'avocat il n'a pas que ça à faire. Enfin, faire attention en amont aux lettres de motivation et de CV qu'on envoie. Attention à l'orthographe.
Les avocats ont une déformation professionnelle qui ils ont besoin que tout soit carré. Si on met un point là, on doit mettre un point là. Si on met une majuscule à ce mot, il faut qu'on la retrouve après lorsque le mot est mentionné. Voilà, c'est vraiment... faut qu'il y ait une logique, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit propre, il faut que lorsqu'on voit comme ça, on arrive à distinguer les informations importantes. Et l'orthographe, bien sûr. Je pense que l'orthographe sur une lettre de motivation, il faut faire attention à la rédaction de l'objet. À mon avis, il reçoit énormément de candidatures, donc s'il voit une faute sur la lettre de motivation, il se dit bah, le candidat n'est même pas capable de corriger sa lettre de motivation qui est chez lui, qui peut demander à ses parents ou ses amis de le relire. Il va se dire lorsqu'il sera en stage, ça va être n'importe quoi. Donc forcément, il la jette, il passe à autre chose. Il y a une chose, je vous le dis comme ça, parce que c'est à mon avis un bon service à leur donner, c'est d'éviter de parler d'eux. Le pire, c'est de dire « j'aimerais bien venir dans votre cabinet parce que ce que vous faites m'intéresse et j'aimerais l'apprendre ». Dans l'autre sens, c'est mieux, c'est plus séduisant. Arriver propre à un entretien, c'est important, c'est-à-dire voilà, porter un costume, être présentable en fait, puisque derrière on va être amené à mon avis enfin pas à mon avis, on va être amené à représenter le cabinet, et des chaussures propres aussi surtout. Tout ça c'est important pour l'avocat qui lui fait attention à ce genre de détails, puisque il est dans la vie de tous les jours avec des personnes qui font attention à la façon de s'habiller, etc. Et puis parce que, voilà, lorsqu'il rencontre un client, même si le client, lui, est en polo, l'avocat se doit d'être en costume-cravate. Donc je pense que tout ça, c'est important. Lors de l'entretien, les erreurs qui peuvent être rédhibitoires, c'est, je sais pas, prendre l'entretien à la légère ou faire attention à l'humour. C'est bien d'avoir une dose d'humour lors de l'entretien, puisque ça permet aussi, pareil, de se différencier, mais ne pas en faire trop, ne pas être lourd. Ne pas croire que le stage qu'on va l'avoir forcément, ne pas être trop sûr de soi, parce que ça peut agacer les avocats. Ne pas se prendre, voilà, ne pas croire qu'on a la science infuse, alors qu'en fait, tant qu'on n'a pas fait on connaît pas grand chose en étant étudiant. Donc je pense que être humble, c'est important, même si on a fait des gros stages, etc. C'est pas parce qu'on a fait des gros stages dans des gros cabinets que derrière toutes les portes s'ouvrent, etc. Ça marche pas comme ça. Oui, si on sent que le candidat a compris ce que nous faisions et souhaite nous apporter quelque chose. S'il y a cette capacité aussi, si par sa formation, on imagine bien assurer telle ou telle responsabilité au cabinet, si on le voit comme indispensable. Hein. Vous savez, un collaborateur, c'est quelqu'un qui, normalement, n'est pas là pour la vie, mais pour un bon moment. Nous allons le former, nous allons l'intégrer dans nos équipes, et il faut donc qu'il puisse satisfaire à ce besoin. Ensuite, on fait un pari. Lui aussi fait un pari sur notre capacité à lui offrir du travail intéressant. Vous voyez, je me retourne vers lui. Mais nous, on fait un pari sur sa disponibilité, son goût au travail, sa capacité à écrire. L'avocat, ce n'est pas que de l'oral, c'est beaucoup de l'écrit. On l'oublie. Quand on voit un collaborateur qui ne sait pas écrire, après avoir fait l'embauche, on ne peut pas le garder. Les lettres au client, les conclusions, les mémoires d'arbitrage ou autres doivent être bien rédigés. Être major, par exemple, ça je sais que tout de suite ça attire. Enfin, quand on est major dans les grosses facs parisiennes, surtout en Master 1, parce que c'est quand même l'année la plus difficile, ouais, le fait d'être major, ça attire énormément. Et les gros cabinets français et autres font très attention à ça. Donc ça, je pense que ouais, ça doit être un élément sur lequel, en tout cas, l'avocat sélectionne le profil. Oui, on regarde un peu quand même l'environnement du collaborateur, d'où il vient, comment il est venu à la profession, est-ce que c'est un fils d'archevêque,
ou pas. Mais c'est plutôt de la curiosité. Ça n'entraîne pas l'embauche assurée. Il faut vraiment être conscient de ça. Non, l'autodidacte est parfaitement accepté aussi, parce qu'on peut en avoir besoin. Ce qu'on souhaite, c'est quelqu'un qui ait le sens des responsabilités. C'est fondamental. Vous savez, la collaboration, elle ne peut pas durer la vie entière. Elle doit durer au maximum des cas 8 ans. 7-8 ans. Au bout de 7-8 ans, si le collaborateur n'a pas été confirmé, c'est-à-dire intégré dans le cabinet, il faut qu'il change d'orientation. Il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas une honte. Partir d'un service juridique, ce n'est pas anormal, quitte à revenir ensuite à la profession. Si certains ont un échec dans l'ensemble de leur audition, ils doivent se poser la question pour savoir si leur choix est bon. Si au bout de 8 ans, 7 ans, 8 ans, on ne vous a pas intégré, fait de promesses d'intégration, c'est qu'il y a un problème. Vous vous êtes trompé. Peut-être que vous auriez dû aller dans un cabinet anglo-saxon, vous auriez été plus en travail en équipe. Peut-être que vous auriez dû aller dans un cabinet français, plus personnalisé. Peut-être que ce n'était pas tout simplement votre vocation et qu'au fond, vous allez mûrir en entreprise et revenir ensuite au barreau. Votre diplôme n'est pas perdu pour autant. Il faut être un peu souple aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils se disent « j'ai un avenir tout tracé parce que j'ai mon diplôme en poche ». Ce n'est pas vrai. Le diplôme en poche, c'est là où tout commence. Par exemple, le fait d'avoir un LLM, mais maintenant presque tout le monde fait des LLM, donc ça n'a plus réellement la cote que ça pouvait avoir il y a quelques années. Si par exemple on fait partie d'une association ou on a développé quelque chose à part de ses études, qui a un rapport, mais je sais pas, je sais que moi j'avais fait un stage chez De Gaulle et j'avais rencontré donc un autre stagiaire qui avait monté une association pour venir en aide aux plus démunis, etc. Et ça a marqué. Ça a marqué, il a décroché des stages dans des gros cabinets. Alors après, la personne était quand même assez brillante, mais voilà, ça le distingue, le côté association, le fait qu'il ait fondé lui-même l'association avec une autre personne, c'est très important. Ça montre aussi le côté un peu entrepreneurial de la personne, et ça, je pense que les cabinets sont en recherche de type, de profil un peu différent que le simple juriste classique. Ni trop désinvolte, ni trop coincé. Il faut montrer de l'assurance et la volonté de servir. Être respectueux, c'est-à-dire regarder les gens lorsqu'on leur parle, répondre aux questions qu'on pose, enfin voilà, c'est faire attention à la façon dont on s'habille, c'est pas de jeans, pas de chaussures dégueulasses ou quoi que ce soit. Pour un homme en tout cas, c'est costume, cravate, généralement c'est chemise blanche, le costume est généralement bleu, les chaussures marron, noir, ça c'est en fonction des goûts. Et la cravate plutôt classique. J'éviterais par exemple de mettre des cravates trop flashy, du style je sais pas, rose ou jaune, des trucs qui peuvent un peu marquer l'avocat qui est en face, et du coup son attention est détournée en fait. Il prête plus attention à ce qu'on dit, mais plutôt à la cravate jaune qu'on porte ou verte, enfin voilà. Je sais qu'on m'avait fait des réflexions aussi sur ma bague. Donc du coup maintenant j'ai tendance à l'enlever lorsque je vais en entretien, parce que je sais que parfois elle peut attirer, et j'ai reçu quelques commentaires là-dessus. Pas besoin de mettre des chemises avec boutons de manchette, épingles, etc. Parfois ça peut faire trop justement, et peut-être que l'avocat peut recevoir un mauvais message. Donc faut être bien mais simple, c'est-à-dire pas trop en faire. Voilà. Moi parfois je sais que je mets une pochette dans le costume, je trouve que ça rend le truc un peu plus élégant, mais ça reste simple, c'est pas non plus, c'est pas en faire trop quoi. Après pour les femmes, je sais pas, je pense des talons, et après que ce soit en tailleur ou en pantalon noir avec un chemisier, une veste, voilà, classique. Je pense que les femmes sur ça ont quand même beaucoup plus de choix que nous les hommes, ouais. Nous c'est costume, cravate, y a pas le choix. Elles c'est tailleur, pantalon, ce qu'elles veulent quoi. Donc c'est, pour les femmes c'est un peu plus libre. Je
Je pense que même des ballerines, en fait, ça peut le faire, tant qu'elles sont propres. Voilà, c'est surtout ça, en fait. C'est être bien habillé et renvoyer une image de quelqu'un qui fait attention à lui et qui, quelque part, je pense, se prend au sérieux, en fait. C'est pas trop au sérieux, mais assez pour se dire qu'il peut travailler dans un cabinet comme ça. Et voilà, je pense que les avocats, ça, le perçoivent. Et je pense que, quelque part, c'est important, en fait, de véhiculer une image de quelqu'un sûr de soi, même si on ne l'est pas forcément. Parce que derrière, si on est amené à faire un stage dans le cabinet, on représente quand même le cabinet quelque part. Même si on n'est pas managing partner du cabinet, on est quand même stagiaire chez machin, donc du coup, ouais, on représente le cabinet. Donc c'est important à la tenue vestimentaire. Classique, malheureusement, ouais, classique. Femmes et hommes, classique. Pas d'excentricité. Parce qu'il y a une tenue dans un cabinet, obligatoirement, qui est collective. Tout le monde se met en tenue collective, jusqu'aux hôtesses et secrétaires. Alors le vendredi après-midi, on est un peu plus relâche, hein, mais non, il faut une tenue classique. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit l'étudiant qui débarque chez vous. Alors moi, personnellement, je lui demande toujours quelles sont ses prétentions. Alors là, c'est la grande gêne. Certains s'y sont préparés, d'autres pas du tout. On peut en parler, mais pas, je pense pas tout de suite déjà. Ça doit pas être la première question, parce que généralement ensuite, donc, à la fin de l'entretien, les avocats nous demandent si on a des questions. C'est à ce moment-là que peut venir la question de la rémunération. Après, la rémunération, c'est le nerf de la guerre, donc oui, je pense que c'est normal d'en parler. Les avocats en face sont aussi conscients que la rémunération est importante, surtout quand on est étudiant et que nos parents sont pas forcément là pour nous aider financièrement. Donc oui, la question de la rémunération peut venir sur la table, surtout lorsqu'on a différentes propositions de stage. Il n'y a pas de honte à dire, écoutez, moi j'ai déjà 2-3 réponses positives à gauche et à droite. Vous êtes à peu près tous équivalents dans ce que vous me proposez au niveau du travail, du cadre, etc. Enfin, le choix par rapport à la rémunération peut être un critère décisif. Donc après on peut amener ça, on peut demander est-ce que vous avez connaissance de la gratification d'un stagiaire. Il n'y a pas de mal à poser la question.